Ah oui, c'est le terme ersatz de malinois qui vous a un petit peu troublé. Oui, mais bon, vous savez, quand on vous rabâche sans arrêt les oreilles avec oui, on trouve de plus en plus de malinois, de lignées de travail dans les refuges, dans les SPA, etc. Il faut bien à un moment donné mettre le bon mot devant la bonne définition. Oui, en premier terme, c'est ça, hein. Comment identifier déjà un malinois de lignée de travail? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Si vous, en tant que particulier, vous allez acheter un chien de lignée de travail, un, ça ne fait pas de vous un utilisateur. Deux, ça ne fait pas de vous un cynophile. Comment dire, il faut être logique dans la définition d'un terme. Voilà, si moi demain je vais acheter une Ferrari ou une Porsche, ça fait pas de moi un pilote de course. Donc tout ça, ça se construit. Donc il faut bien remettre les choses à plat et redéfinir exactement ce qu'est un malinois de lignée travail. Un malinois de lignée travail, c'est un chien qui a au moins une activité. Il peut, bon, alors après s'il travaille dans le niveau sportif, utilitaire, ou dans ou comme chien de troupeau, ou ce que vous voulez, bon bah là c'est un chien de travail, il n'y a pas de problème. Mais vous avez des chiens de lignée de travail qui ont des activités soutenues simplement parce que leurs maîtres prennent soin d'eux et s'intéressent à, au bien-être de leurs chiens. Donc ce sont des chiens qui font des randonnées, ils sont toujours avec leur maître, ils font du sport. Le, le, le propriétaire prend son vélo, il emmène le chien, etc. Bon, ce sont des chiens qui ont des activités. Ça, c'est pas gênant. Le problème, c'est que quand vous commencez à avoir des chiens de lignée de travail, qui ne travaillent pas, mais qui vont reproduire. À quel degré on va dire au niveau du pédigré, le chien n'est plus un chien de lignée de travail. Il faut bien le définir, ça. Bah oui, si vous prenez un chien de lignée de travail, vous allez le faire vivre avec vous parce que vous avez un jardin, par exemple. Bon, s'il a des aptitudes de garde, il va, il va garder votre maison. Il va au moins conserver dans son noyau génétique cet aspect gardien. Mais si vous avez un chien qui garde rien et qui est issu de lignées de travail et qu'un jour vous trouvez quelqu'un comme aujourd'hui ça se fait beaucoup. Oh tiens, j'ai un malinois, ah bah moi j'ai une femelle, on va leur faire des petits. Bah, vous vous rendez compte un peu le traumatisme que vous allez occasionner dans la lignée et plus grave la répercussion qu'il va y avoir en écho pour le cheptel. Ce qui est important, c'est que vous ne travaillez jamais pour vous, même si vous avez un élevage précis, soigné, soigneux, etc. Vous ne travaillez jamais pour vous, vous travaillez toujours pour le cheptel. Les gens qui s'amusent à faire des petits comme ça, en disant tiens, je vais en donner un à mon frère, je vais donner l'autre à ma soeur. Et... Non, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si on veut être sérieux, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, je vois des choses tellement épouvantables au niveau de l'élevage du malinois. Alors, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'émission précédente, moi, je serais sans pitié hein, pour les gens qui abandonnent leurs chiens en SPA ou choses comme ça. Non, parce que euh, cette passivité de jugement euh, emmène à la faiblesse et la réflexion n'est plus du tout actée dans la forme première de l'élevage, c'est-à-dire donner la vie hein, à, des, à des chiots. Et si vous voulez, on peut pas être tolérant avec des gens qui font n'importe quoi. Et ça, c'est pas possible. On est obligé à un moment donné de remettre tout de suite les pendules à l'heure. Cette passivité amène à la faiblesse et la faiblesse amène à la paresse. Ça, c'est obligatoire, mais l'élevage, c'est quelque chose de compliqué qui est réservé à des cynophiles, à un personnel cynophile qualifié pour ça.
Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont produire des chiens, j'appelle surtout pas ça des éleveurs, mais des producteurs, ou je ne sais pas, peut-être des gens qui imaginent que. Non, non, ça c'est pas possible. On ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain, voilà, parce que j'ai une femelle et puis j'ai rencontré un gars qui promenait son chien et qui lui avait un mâle. Non, non, non. Ça, c'est pas comme ça devrait être interdit. Il faut réserver l'élevage aujourd'hui, déjà premièrement, à, à des cynophiles qui ont fait l'effort de détenir des locaux, affixes bien entendu, qui ont une connaissance de la race, qui maîtrisent bien leur sujet, même s'ils débutent. Moi j'ai vu des jeunes, ce que je vous disais tout à l'heure, sur leur toute première portée, réaliser des choses vraiment intéressantes parce qu'ils ont étudié avant. Oui, c'est ça. Il faut laisser les gens qui maîtrisent bien leur sujet travailler correctement et ne pas les empêcher à, à grand renfort de papier à remplir et de frais qui n'en finissent plus. Voilà, il faut que en cynophilie, il faut que les éleveurs qualifiés puissent travailler correctement. Pour ça, ben, il y a des clubs de race qui doivent gérer leur confort, c'est un grand mot, mais qui doivent les aider dans leur entreprise, faire en sorte qu'ils soient le mieux traités possible, le mieux compris possible, etc. Bon, ça, c'est nous, on a cette politique pardon, au club, donc il y a pas de problème. Mais on ne peut pas tolérer l'intolérable, hein, avec des gens qui, du jour au lendemain, se mettent à produire des chiens. Alors, ces gens-là, en plus, ont une phrase toute faite. Hein. Ils disent ah ouais, mais nous, on n'est pas des éleveurs, on a fait une saillie comme ça. Ah bah oui, mais c'est comme si quelqu'un vous dit ah non, non, mais moi, je suis pas père, hein, j'ai juste un fils. Ah, mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Non, du moment où vous prenez la responsabilité de faire saillir votre chienne, alors vous êtes un éleveur. Hein. C'est comme ça au niveau de la législation. Donc laissez les gens compétents travailler. Et si vous avez une bonne femelle et que vous souhaitez la faire reproduire, allez voir un éleveur compétent et posez-lui la question. Vous lui dites voilà, moi j'ai cette chienne qui, je pense, a des réelles compétences. Voilà, on a fait les radios des hanches, la chienne est propre. Voilà, bon, les tests ataxiques aujourd'hui, il faut les faire en supplément. Voilà, vous avez votre pédigré, la chienne est confirmée. Ça peut peut-être intéresser un éleveur pour vous aider. Lui, il va trouver l'étalon qui va convenir. Si vous voulez garder un chiot pour vous allez, il va vous laisser un chiot et vous lui laissez la portée. Lui, il va gérer la portée. Au moins comme ça, on aura une référence. Mais prenez pas la responsabilité de faire saillir votre chienne sans connaître quoi que ce soit au niveau du malinois, parce que vous avez vu un gars dans un square qui avait un très joli chien et ça vous intéresse d'avoir des petits, parce que vous allez encore les redistribuer à des gens inintéressants, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on fabrique un ersatz de malinois et non plus un malinois de lignée de travail comme on l'entend dans le milieu de l'utilisation. Il y a un effet de mode. Ah oui, mais ça n'excuse en rien l'imbécilité des gens. Hein. Ça, c'est, si vous voulez, il y a toujours eu dans la cynophilie des races avec un effet de mode. Et il y a toujours eu des producteurs qui se sont dit tiens, on va surfer sur la vague et on va profiter de cet effet de mode. Voilà. Ça devrait, comment dire, interpeller justement les acheteurs, les futurs propriétaires d'un malinois, en se disant tiens, cet élevage, on va se renseigner un petit peu de sa production. Oh, dans cet élevage, il y a aussi des collets, il y a aussi des labradors, il y a aussi des berges allemands, il y a aussi des bulldogs, il y a aussi... Oh là là, ça fait beaucoup de choses ça. Bon, il y a des gens qui y arrivent, hein, tant mieux pour eux. Mais normalement, un éleveur de malinois consciencieux
et précis ne travaille que dans une lignée propre de chiens. S'il a 2-3 autres races à côté et qui s'en sortent, c'est très bien, moi j'ai rien contre ça. Mais généralement, les éleveurs de Malinois vraiment précis dans la génétique du Malinois ne travaillent que sur le poil court. J'ai même vu des éleveurs de Malinois refuser un travail sur le Tervuren ou sur le Groenendael ou sur le Laekenois pour se concentrer uniquement au Malinois. Les éleveurs de poils longs, eux, travaillent souvent sur les deux pôles. Ils ont Tervuren, Groenendael chez eux. Ça, je l'ai souvent vu et ça fonctionne. Hein. Mais en général, les éleveurs de poils courts, c'est très très rare de travailler et sur le poil court et sur le poil long. J'ai vu quelques éleveurs réussir aussi bien dans les deux, dont Jean Claes, hein, au Clos du Riche-aux-Moines, qui avait un cheptel poil court, un cheptel poil long. Lui, il a réussi hein, à avoir des chiens dans plusieurs disciplines, aussi bien en malinois qu'en tervuren. Mais en fait, ils sont assez rares, les éleveurs de bergers belges qui arrivent à travailler dans ces deux variétés. Ah non, moi je pense qu'il y a des mauvais éleveurs parce qu'il y a des mauvais acheteurs, tout simplement. L'un va avec l'autre. Vous pouvez pas, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle pour vous acheter un chien, vous devez cerner la personne. Bon, vous n'êtes pas devin, hein, vous pouvez vous tromper, mais vous devez quand même faire un petit effort d'analyse pour savoir qui vient vous acheter un chien. Vous avez par exemple, quand vous regardez le site, la page YouTube de Fabrice Bagné, les deux sabres passion chien, il l'explique. Hein. Il dit attention, vous avez une voix off qui dit attention, le malinois n'est pas un chien traditionnel, etc. Et il explique ça. Il faut bien analyser cette mesure de mise en garde, hein, sans vouloir trop noircir le tableau. Mais si vous avez eu quelques chiens dans votre vie ou dans votre jeunesse, et vous dites ben, voilà, je vais me lancer dans l'utilisation ou dans le chien de sport, hein, même si vous voulez faire une activité qui ne nécessite pas de mordant, comme l'agility ou le pistage ou le canicross ou choses comme ça. Il vous faut un chien avec une belle structure physique pour vous accompagner dans vos efforts physiques. Voilà, vous devez quand même faire très attention à la mise en garde de la lecture de ce petit film qui vous explique que le malinois ce n'est pas un chien traditionnel. Ah, moi je parle de ce principe que si l'information au début est bien véhiculée, il n'y a pas de raison de vous tromper ou de partir sur un échec. Mais il faut être sûr. C'est toujours pareil. L'éleveur va vous expliquer. Moi, je sais que j'ai refusé, à l'époque où je faisais de l'élevage, j'ai refusé de vendre un petit malinois à certaines personnes parce que je ne le sentais pas. Je me suis dit non, ils vont être vite débordés. Puis vous savez, nous à l'époque, on n'avait pas des lignées aussi construites ataviquement et aussi construite au niveau de l'équilibre que vous avez aujourd'hui. Nous, on avait encore chez nous des chiens pas commodes, des chiens qui ne voulaient pas se laisser caresser par n'importe qui, choses comme ça. Donc à notre époque, il fallait vraiment faire attention et sélectionner le bon chien à la bonne personne. Bon, si vous aviez un vieux routier qui venait chez vous en vous disant voilà, moi je veux un malinois parce que voilà, je vais faire du ring, etc. Ouais, pas de problème, on savait qu'avec celui-là, même si on avait une tête dure, il allait gérer son sujet. Mais bon, vous aviez des gens qui disent oui, voilà, on est intéressé par le malinois parce que c'est un chien intéressant, on n'en a jamais eu, etc. Si vous aviez 2-3 diables là, non, lieutenant, je suis désolé. Là, c'est pour un premier chien, là, c'est un vrai cadeau empoisonné, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, je vois que sur certains, parce que là, ils sont en train de faire des gorges chaudes, là, des chiens abandonnés dans les refuges et la SPA, etc. Il faut regarder qui les a produits, qui les a achetés et comment tout ça, ça s'est mis en place. Il faut absolument réfréner ça tout de suite.
il ne faut pas mettre des interdits sur les gens qui font des bonnes choses et laisser faire les gens qui ne maîtrisent rien. D'ailleurs, sur ce sujet là, des abandons et des choses comme ça, je ne comprends pas que le BEA, qui est d'habitude aiguisé en ce qui nous concerne, hein, en nous disant voilà, vous ne devez pas faire travailler des chiens quand il fait trop chaud, vous devez mettre un plan incliné à la palissade, vous ne devez pas travailler avec tel type ou tel type de collier, vous ne devez pas faire sans arrêt, et que sur cette histoire d'abandon là, ils mettent pas les pieds dedans. Parce que ça, c'est comme forme de maltraitance. Abandonner son chien dans un refuge ou à la SPA, je sais pas ce qu'on peut faire de pire que ça, quoi. Bah oui, les formes de maltraitance sont multiples. Vous vous rendez compte? Vous abandonnez votre chien. Si ça, c'est pas une forme de maltraitance, on est quand même dans un en haut du logiciel, là, non? Vous croyez pas? Et aller acheter un chien de lignée de travail, un malinois de lignée de travail, et de ne pas le faire travailler, est-ce que là, on n'est pas aussi dans une autre forme de maltraitance? Le gros problème aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui vous expliquent des choses sans savoir. Ils pensent que. Et la répercussion de leur pensée est toujours alors, soit néfaste en ce qui concerne un cheptel de chiens de travail, soit complètement décalé sur l'idéal génétique de la construction comment dire, philosophique et déontologique de l'élevage. Les deux choses, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils passent toujours à côté de leur sujet. Ah, c'est comme ça depuis, on va dire, la dernière loi de 98-99, là, quand on avait pris comment dire, la catégorisation des molosses, là, où ils avaient tout mélangé. Et ben depuis, ils continuent à tout mélanger. Alors, ce qui est dommage, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des experts qui pourraient leur expliquer. Ils ne les écoutent pas. Quand on était jeunes, nous, on avait des experts, c'était les anciens, et on écoutait vraiment tout ce que les anciens pouvaient comment dire, nous donner comme conseil, mais aussi comme information, etc. Et on arrivait avec ce que les anciens nous expliquaient et notre étude personnelle à jouxter les deux. Et comment vous expliquer? Il s'agit pas de prendre argent comptant. Il ne s'agit pas de prendre argent comptant de tout ce qu'on peut vous dire. Mais vous avez des pistes de réflexion. Vous les analysez. Si ça coïncide avec votre idée, bah c'est bien, vous pouvez en tirer des conclusions et vous pouvez travailler. Par contre, si vous êtes tout de suite intéressé par ce que raconte Pierre-Paul Jacques sur des émissions, on va dire, à multithèmes et à grand débat avec des gens qui n'ont pas une spécialisation dans une discipline, vous allez écouter tout et n'importe quoi. Si vous voulez progresser dans votre entreprise d'élevage de malinois, de bergers belges de travail ou de n'importe quelle race de travail, si vous voulez comprendre les mécanismes et les techniques de dressage pour amener un chien à faire ceci ou cela, quelle méthode employer, quelle méthode ne pas employer, etc., etc. Si vous voulez travailler intelligemment sur une volonté de bien faire, vous devez vous adresser à des spécialistes. C'est comme ça a toujours été comme ça. Les gens qui connaissent un maximum de choses sur plein de choses, mais qui n'arrivent pas à définir un noyau précis sur quelque chose de fondamental dans la construction et dans l'évolution d'un cheptel, c'est plié. Il va vous parler en général de ci, en général de ça. Vous allez apprendre des petites bribes de ci, de là, parce que vous allez vous intéresser en termes de curiosité pure. Mais si vous voulez avancer dans votre entreprise et travailler vraiment sur quelque chose de précis et créer votre propre élevage, créer votre propre école de dressage, ou etc., avec des convictions qui vous sont propres et chères, vous devez vous adresser à des spécialistes. C'est comme ça.
vous parlez des structures. Au niveau de la France, vous avez le club de race. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Vous avez un club de race avec des spécialistes dans le bureau, dans le comité, et vous avez des spécialistes dans la commission utilisation travail. De temps en temps, il suffit simplement de solliciter les cynophiles qui travaillent dans les différentes commissions. Chez nous, vous allez à notre national d'élevage du mois d'août, vous allez voir toutes les disciplines, plus l'exposition canine, réservée qu'aux bergers belges. Donc la personne qui me dit voilà, on n'a pas les renseignements ou on n'a pas ceci ou cela, c'est vraiment qu'elle ne fait aucun effort. Parce que soit vous appelez les gens du club vraiment spécialisés dans un domaine, et là en l'occurrence, que ce soit des juges de travail ou des juges d'exposition ou des historiens ou des éleveurs de Tervuren, de Malinois, de Groendahl, de Laekenois, vous allez trouver quelqu'un qui va vous expliquer les choses et qui va peut-être même pouvoir vous donner un avis construit et concret sur une possibilité de saillie ou quelque chose qui vous tracasse. Voilà, ou sur la santé, par exemple, on a aussi des vétérinaires chez nous. Voilà, donc vous avez tout. Donc il faut pas me dire qu'aujourd'hui on n'a pas les outils pour essayer de faire les choses correctement. Non, non, il faut. Le problème de l'élevage, il est sur l'improvisation. Les gens, je vous dis, qui élèvent, vous avez deux fléaux. Ceux qui vont faire une saillie et qui vont vous dire ah mais je suis pas éleveur, hein, je fais une saillie parce que je veux garder un petit de ma chienne ou je sais pas quoi. Vous avez cela. Et puis vous avez les producteurs qui vont surfer sur la mode. Vous avez ces deux problèmes. Le reste, vous avez des éleveurs qui élèvent depuis très longtemps ou pas depuis longtemps, mais qui sont vraiment ancrés dans la culture du berger belge. C'est chez ces gens-là qu'il faut aller acheter des chiens. Voilà. Le tout, c'est une histoire. Non, par exemple, là, sur une chaîne YouTube comme ça, c'est le genre d'information qu'il faut faire passer. En disant, arrêtez d'aller acheter des chiens chez je ne sais qui, là. Vous avez des éleveurs, appelez le club de race, ils vous diront si oui ou non, la personne chez qui vous allez acheter votre chien est qualifiée. Voilà, c'est pas compliqué. Quand vous avez des gens avec des références précises, que ce soit dans n'importe quel domaine, et qui plus est l'élevage, vous allez avoir des éleveurs avec des références précises au club, qui emmènent leurs chiens. Là, on voit par exemple, chez nous, beaucoup le dimanche matin, on regarde les chiens de travail au niveau morphologie. Vous avez des éleveurs qui nous amènent 3, 4, 5 chiens, 6 chiens des fois, de leur élevage pour avoir un avis d'une construction génétique par rapport au standard. Voilà, alors que ce sont des gens qui font du travail. La limite pour eux, c'est un plus. Ils ne souhaitent pas avoir un prix dans une exposition traditionnelle. On va dire, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est si leur chien correspond à un type précis dans le standard du berger belge. Ça, c'est formidable, parce que ça demande du temps, ça demande de l'argent, c'est vraiment une culture en plus de votre élevage traditionnel de lignée de travail. C'est à saluer, ça. Quand vous avez des éleveurs qui font cet effort, il faut quand même en parler et mettre ces gens-là en priorité. Vous vous rendez compte les sacrifices qu'ils font pour arriver à joindre tout ça?
rassure, hein, ces éleveurs-là vendent bien leurs chiens. Mais c'est toujours un petit plus de les mettre en avant parce ils font des efforts vraiment considérables, hein. Test de santé, vous allez acheter un chien chez eux, il est vraiment testé au niveau des hanches, au niveau de la taxi, au niveau de beaucoup de choses. Au niveau standard, il est correct et au niveau travail, il est très performant. Là, vous avez vraiment, quand vous vous adressez à des éleveurs de cette nature, vous allez vraiment acheter un chien, voilà, avec des qualités et le chien qu'on souhaite acquérir. Voilà, pour tout amoureux de la race souhaite un bon chien avec des qualités physiques et athlétiques vraiment inclus dans son standard et dans son comportement. Voilà, il faut mettre ces gens-là en avant.